Docteur, ma belle-mère souffre de démence sénile. Elle invente des histoires. Elle cache de l'argent dans ses chaussures. Elle parle à des gens qui n'existent pas. Il faut la faire interner. » Ces mots, je les ai entendus à travers une porte entr'ouverte, un mardi après-midi de novembre. Il pleuvait ce jour-là, une pluie fine et froide qui collait aux vitres comme des larmes. J'étais descendue de ma chambre au sous-sol pour chercher un verre d'eau. Mes pantoufles ne faisaient aucun bruit sur le carrelage, et c'est comme ça que je les ai surpris dans le bureau de mon fils. Ma belle-fille Nathalie était assise face à un homme en blouse blanche que je n'avais jamais vu. Elle portait son tailleur gris, celui qu'elle met pour les occasions importantes. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, et sa voix, cette voix douce et inquiète qu'elle prenait devant les étrangers, débitait des mensonges sur moi, comme si elle lisait une liste de courses. Mon fils Julien était là aussi. Il se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le regard fixé sur le jardin. Il ne disait rien. Il écoutait sa femme raconter que j'étais folle, que je perdais la tête, que je représentais un danger pour moi-même. Et il ne disait rien. J'ai senti mes jambes trembler. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. J'ai porté ma main à ma poitrine, là où mon alliance pendait à une chaîne en or. L'alliance d'Henri, mon mari, mort 8 mois plus tôt. Je l'ai serrée comme un talisman, comme si Henri pouvait encore me protéger depuis l'au-delà. Je m'appelle Cécile Beaumont. J'ai 66 ans. Et ce que je vais vous raconter est l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Plus douloureuse encore que la mort d'Henri, parce que lui, il est parti en m'aimant. Mais mon fils, mon unique enfant, celui que j'ai porté 9 mois, celui que j'ai nourri, bercé, élevé avec tout l'amour dont j'étais capable, mon fils a choisi de me trahir pour une femme qu'il connaissait depuis 5 ans. Aujourd'hui, je vis dans ma maison à Bordeaux. C'est une belle maison de pierre, avec des volets bleus et un jardin où Henri avait planté des roses rouges, ses préférées. Chaque printemps, elles fleurissent, et chaque printemps, je pense à lui. Cette maison, nous l'avons achetée en 1989. J'avais 31 ans. Henri en avait 34. Julien avait 6 ans et courait dans le jardin vide, en criant qu'il voulait un chien. Nous lui avons offert un labrador noir qu'il a appelé Pirate. Pirate est mort il y a 15 ans, mais parfois, quand je suis seule dans le jardin, j'ai l'impression de l'entendre aboyer. Cette maison, c'est toute ma vie. Chaque pièce contient un souvenir. La cuisine où j'ai préparé des milliers de repas. Le salon où nous regardions les films le dimanche soir. Henri, Julien et moi, serrés sur le canapé. La chambre où Henri s'est éteint un matin de mars, sa main dans la mienne, ses yeux fixés sur mon visage comme s'il voulait m'emporter avec lui dans son dernier regard. Et c'est cette maison que Nathalie voulait me voler. Cette maison et tout ce qu'elle représentait. Mon passé, ma dignité, ma liberté. Mais je vais trop vite pour comprendre comment j'en suis arrivée là, accroupie dans un couloir à écouter ma belle-fille, planifier mon internement. Il faut que je vous raconte le début. Il faut que je vous parle d'Henri, de sa maladie, de sa mort. Il faut que je vous parle de Julien, de l'enfant qu'il était et de l'homme qu'il est devenu. Et il faut que je vous parle de Nathalie, cette femme aux yeux verts et au sourire froid qui est entrée dans notre famille, comme un serpent dans un nid d'oiseaux. Henri et moi, nous nous sommes rencontrés en 1978. J'avais 20 ans. Il en avait 23. C'était à une fête d'anniversaire, chez des amis communs.
Il portait une chemise bleue et ses cheveux bruns étaient un peu trop longs. Il m'a invité à danser sur une chanson de Joe Dassin, L'été indien. Vous connaissez peut-être. Et on ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Ces paroles, je les ai fredonnées pendant 45 ans de mariage. Et le jour de l'enterrement d'Henri, j'ai demandé à l'organiste de la jouer. Les gens pleuraient. Moi, je souriais à travers mes larmes. Parce que cette chanson, c'était nous. C'était notre histoire. Nous avons eu Julien en 1983. Un bébé de 3,8 kg, avec les yeux de son père et mon nez un peu trop petit. Il était parfait. Henri pleurait en le tenant dans ses bras, à la maternité. Je ne l'avais jamais vu pleurer avant. Il répétait comme un idiot heureux. « C'est mon fils, c'est mon fils ». Et moi, épuisée par 12 heures de travail. Je les regardais tous les deux et je pensais « Voilà, ma vie est complète, je n'ai besoin de rien d'autre ». Julien a grandi. Il était un enfant facile, souriant, curieux de tout. Il posait des questions sur les étoiles, sur les dinosaures, sur pourquoi la mer est salée. Henri et moi nous répondions du mieux que nous pouvions. Et quand nous ne savions pas, nous allions ensemble à la bibliothèque chercher la réponse. C'était notre rituel du samedi. La bibliothèque, puis un chocolat chaud au café de la place, puis une promenade le long de la Garonne. Ces souvenirs, je les garde précieusement. Ils sont tout ce qui me reste de l'enfant que Julien était. Parce que l'homme qu'il est devenu, je ne le reconnais plus. Julien a rencontré Nathalie il y a 8 ans, dans un séminaire professionnel à Paris. Il travaillait comme ingénieur dans une entreprise d'énergie renouvelable. Elle était consultante en ressources humaines. Il m'a appelé le soir même pour me parler d'elle. Sa voix était différente, excitée, presque fiévreuse. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Nathalie. Elle est incroyable. » Je me souviens avoir souri en raccrochant. Mon fils était amoureux. Que pouvait demander une mère de plus? La première fois que j'ai rencontré Nathalie, c'était 3 mois plus tard. Julien l'a amenée à Bordeaux pour un week-end. Henri était encore en bonne santé à l'époque. Nous avions préparé un dîner spécial. Canard confit, pommes sarladaises, tarte aux noix. Les spécialités de la région. Je voulais l'impressionner, cette femme qui rendait mon fils si heureux. Elle est arrivée avec un bouquet de fleurs et un sourire parfait. Elle était belle, c'est vrai. Grande, mince, des cheveux blonds coupés au carré, des yeux verts comme des feuilles de menthe. Elle portait une robe noire simple mais élégante. Elle m'a embrassée sur les 2 joues et a dit d'une voix chaleureuse: « Madame Beaumont, Julien m'a tellement parlé de vous. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. J'aurais dû voir les signes dès ce premier soir. Mais j'étais aveuglée par le bonheur de mon fils. J'ai ignoré la façon dont elle regardait notre maison. Ses yeux qui calculaient, qui évaluaient. J'ai ignoré sa question apparemment innocente pendant le dessert. Cette maison est magnifique. Elle doit valoir une fortune aujourd'hui, non? J'ai ignoré le petit sourire qu'elle a eu quand Henri a répondu fièrement: « Oh oui, dans ce quartier, les prix ont triplé depuis que nous l'avons acheté. J'ai tout ignoré parce que je voulais croire que mon fils avait trouvé l'amour. J'ai tout ignoré parce que je ne pouvais pas imaginer qu'une femme puisse être aussi calculatrice, aussi froide, aussi dangereuse. » Ils se sont mariés 2 ans plus tard, en 2019. Un beau mariage à la mairie de Bordeaux, puis une réception dans un château de la région. Henri et moi avons payé la moitié des frais. Nathalie n'a jamais dit merci. Elle a juste haussé les épaules et dit « C'est normal,
C'est votre fils unique. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Êtes-vous dans une grande ville ou un petit village? Êtes-vous seul ou entouré de votre famille? Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir qui sont ces femmes et ces hommes qui prennent le temps d'écouter l'histoire d'une vieille dame comme moi. Après le mariage, les choses ont changé. Julien venait moins souvent nous voir. Quand il appelait, c'était toujours pressé, toujours entre deux rendez-vous. Nathalie était toujours occupée. Nathalie avait des projets. Nathalie voulait partir en vacances à tel endroit. Nathalie pensait qu'il devrait changer de travail. Nathalie, Nathalie, Nathalie. Ce prénom revenait dans chaque conversation comme un refrain obsédant. Et puis Henri est tombé malade. C'était en janvier 2023. Il avait des douleurs au ventre depuis quelques semaines. Il pensait que c'était son estomac, peut-être un ulcère. Il a fini par aller voir le médecin. Les examens ont révélé un cancer du pancréas. Stade 4. Inopérable. 3 mois à vivre, peut-être 6 avec la chimiothérapie. Je me souviens du jour où le médecin nous a annoncé le diagnostic. Nous étions assis dans son bureau, Henri et moi, main dans la main comme 2 enfants perdus. Le médecin parlait de protocole, de soins palliatifs, de qualité de vie. Mais je n'entendais qu'un seul mot qui résonnait dans ma tête comme un glas. Cancer, cancer, cancer. Henri est mort le 15 mars 2023. Il avait 69 ans. Il est parti dans notre lit, dans notre chambre, avec le soleil de printemps qui filtrait à travers les rideaux. Je tenais sa main. Je lui parlais. Je lui disais que je l'aimais, que je l'avais toujours aimé, que je le retrouverais un jour. Et lui, il me regardait avec ses yeux fatigués, ses yeux que je connaissais par cœur depuis 45 ans, et il a murmuré « Prends soin de toi, ma Cécile ». Puis il a fermé les yeux, et il n'a plus jamais bougé. Ce jour-là, une partie de moi est morte avec lui. Mais je ne savais pas encore que le pire était à venir. Je ne savais pas que ma belle-fille allait profiter de mon deuil pour essayer de me détruire. Je ne savais pas que mon propre fils allait devenir son complice silencieux. L'enterrement a eu lieu 4 jours plus tard. Toute la famille était là. Les amis, les voisins, les anciens collègues d'Henri. L'église était pleine. Les gens pleuraient. Julien a prononcé un discours. Il a parlé de son père, de son intégrité, de son amour pour la famille. Sa voix tremblait. Il semblait sincèrement ému. Et Nathalie était debout à côté de lui, vêtue de noir de la tête aux pieds, un mouchoir à la main. Elle pleurait aussi. Ou du moins, elle faisait semblant. Parce que pendant la réception qui a suivi l'enterrement, pendant que je recevais les condoléances des invités, j'ai entendu Nathalie murmurer à Julien dans un coin du salon. « Il faudra qu'on parle de la succession rapidement. Il ne faut pas traîner avec ces choses-là. » Mon mari était mort depuis 4 jours. Son corps était à peine froid dans sa tombe. Et ma belle-fille parlait déjà d'argent. Les semaines qui ont suivi l'enterrement d'Henri ont été les plus sombres de ma vie. Je me réveillais chaque matin dans ce grand lit devenu trop vide. Je tendais la main vers la place où Henri dormait depuis 45 ans, et je ne trouvais que des draps froids. Je restais là, immobile, à regarder le plafond, à écouter le silence de la maison. Un silence assourdissant, un silence qui pesait sur ma poitrine comme une pierre. Je ne mangeais presque plus. Je n'avais pas faim. La nourriture avait perdu son goût. Je préparais parfois une soupe ou une tartine, mais je laissais l'assiette refroidir sur la table de la cuisine. Je maigrissais sans m'en rendre compte.
Mes vêtements flottaient sur mon corps. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais une vieille femme que je ne reconnaissais pas. Les yeux cernés, les joues creuses, les cheveux gris en désordre. Ce n'était plus moi. C'était l'ombre de moi. Julien m'appelait une fois par semaine, toujours le dimanche soir, toujours entre 19h et 19h30, comme si j'étais une case à cocher dans son agenda. « Bonjour maman, comment tu vas ?» Je répondais bien, mon chéri, je vais bien. C'était un mensonge. Mais que pouvais-je dire d'autre? Que je pleurais tous les soirs dans mon lit, en serrant l'oreiller d'Henri contre ma poitrine. Que je parlais à voix haute à mon mari mort, comme s'il pouvait m'entendre. Que certains jours, je n'avais même pas la force de me lever pour ouvrir les volets. La succession a été réglée en 2 mois. Henri avait tout prévu, tout organisé. Il était comme ça, mon mari, méthodique, prévoyant. Il détestait laisser des choses en suspens. Le notaire m'a convoqué dans son bureau au mois de mai. Maître Dufour, un homme d'une 60aine d'années avec des lunettes rondes et une voix douce. Il m'a expliqué les détails avec patience. La maison était à mon nom, entièrement. Henri et moi l'avions achetée en indivision, mais nous avions fait une donation au dernier vivant des années plus tôt. Elle m'appartenait donc de plein droit, estimée à 850 000 € selon les prix du marché actuel. Il y avait aussi le compte bancaire commun, environ 120 000 € d'économies accumulées au fil des années. Et l'assurance vie, 200 000 €, dont j'étais la bénéficiaire exclusive. Quand je suis sortie du bureau du notaire ce jour-là, je me suis assise sur un banc dans le parc en face. Je tenais les documents dans mes mains. Je les regardais sans vraiment les voir. Je pensais à Henri, à sa prévoyance, à son amour. Même mort, il continuait de prendre soin de moi. Il m'avait laissé de quoi vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours. Je n'aurais jamais à m'inquiéter pour l'argent, jamais à dépendre de qui que ce soit. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ces documents allaient redevenir la source de tous mes malheurs. Parce que quelqu'un d'autre les convoitait, quelqu'un qui avait fait ses calculs depuis longtemps. Nathalie a commencé à m'appeler plus souvent après la lecture du testament. Au début, j'étais touchée par son attention. Elle qui ne m'avait jamais téléphoné directement, elle qui communiquait toujours à travers Julien, voilà qu'elle prenait de mes nouvelles 2 ou 3 fois par semaine. « Comment allez-vous, belle maman? Est-ce que vous mangez correctement? Vous ne devriez pas rester seule dans cette grande maison. » Je me souviens d'un appel en particulier, un jeudi soir de juin. Il faisait encore jour dehors. J'étais assise dans le jardin, sur le banc qu'Henri avait fabriqué lui-même il y a 20 ans. Les roses étaient en fleurs. Leur parfum embaumait l'air. Mon téléphone a sonné et j'ai vu le nom de Nathalie s'afficher sur l'écran. « Belle maman, comment allez-vous ce soir ?» J'ai dit que j'allais bien, que je profitais du jardin. Elle a fait une pause, puis elle a dit d'une voix douce, presque maternelle, « Vous savez, Julien et moi, nous nous inquiétons beaucoup pour vous. Cette maison est tellement grande pour une personne seule. Vous n'avez pas peur parfois, la nuit ?» J'ai répondu que non, je n'avais pas peur. C'était ma maison. J'y vivais depuis 35 ans. Chaque recoin m'était familier. Chaque bruit m'était connu. Pourquoi aurais-je peur? Elle a insisté. Mais quand même, à votre âge, si quelque chose vous arrivait, une chute, un malaise, qui vous trouverait? Vous pourriez rester des jours sur le sol avant que quelqu'un s'en aperçoive. Ces mots m'ont glacée, pas à cause de leur contenu, mais à cause du ton avec lequel elle les avait prononcés. Il y avait quelque chose de calculé dans sa voix, quelque chose de faux,
comme si elle récitait un texte préparé à l'avance. J'ai raccroché peu après, en promettant de faire attention à moi. Mais ce soir-là, pour la première fois, j'ai eu un mauvais pressentiment. Quelque chose ne tournait pas rond. Je le sentais dans mes os, comme on sent l'orage approcher avant même de voir les nuages. Un mois plus tard, en juillet, Julien m'a rendu visite. Seul, sans Nathalie. C'était un samedi après-midi. Il est arrivé vers 15h, dans sa voiture allemande. Un SUV noir rutilant qui devait coûter une fortune. Je l'ai regardé descendre de voiture depuis la fenêtre du salon. Mon fils, 41 ans, grand, les épaules larges, les cheveux bruns comme son père mais déjà parsemés de gris aux tempes. Il portait un polo blanc et un jean. Il avait l'air fatigué. Je lui ai préparé du café et des madeleines, celles qu'il adorait quand il était petit. Nous nous sommes installés dans le salon. Il regardait autour de lui les meubles, les photos sur les murs, la bibliothèque où Henri rangeait ses livres. Son regard s'attardait sur chaque objet, comme s'il faisait un inventaire. « Maman !» a-t-il dit enfin après avoir bu une gorgée de café. « Il faut qu'on parle !» Mon cœur s'est serré. Ces mots ne présagent jamais rien de bon. Il a posé sa tasse sur la table basse. Il a croisé les mains sur ses genoux. Il évitait mon regard. Nathalie et moi, nous avons beaucoup réfléchi. Tu es seule maintenant. Papa n'est plus là. Cette maison est trop grande pour toi. Tu dois te sentir perdu ici, avec tous ces souvenirs. J'ai voulu protester, mais il a levé la main pour m'interrompre. Attends, laisse-moi finir. Nous voudrions que tu viennes vivre chez nous. Nous avons une chambre d'amis au sous-sol. Tu y serais bien. Tu ne serais plus seule. Et si quelque chose t'arrivait, nous serions là. J'ai regardé mon fils. J'ai cherché dans ses yeux l'enfant que j'avais élevé, le petit garçon qui courait dans ce jardin, avec son chien pirate. Mais je n'ai vu qu'un homme fatigué, un homme qui récitait un discours qu'on lui avait soufflé. Et la maison, ai-je demandé doucement. Qu'est-ce qui arriverait à la maison? Il a hésité. Une fraction de seconde seulement, mais je l'ai remarqué. Tu pourrais la vendre ou la louer. L'argent te permettrait de vivre confortablement. Et plus tard, quand tu ne seras plus là, Julien et moi, nous, enfin. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. J'avais compris. Quand je ne serai plus là, vous hériterez de tout. Ai-je dit d'une voix calme. C'est ça que tu voulais dire. Il a rougi. Non, maman, ce n'est pas. Je ne parle pas d'héritage. Je parle de ton bien-être. Mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux disaient qu'il mentait. Et j'ai su, à ce moment précis, que cette idée ne venait pas de lui. Elle venait de Nathalie. J'ai refusé sa proposition ce jour-là. Poliment mais fermement. Je lui ai dit que j'étais bien dans ma maison, que je n'avais pas l'intention de la quitter, que je me débrouillais très bien toute seule. Il est reparti en fin d'après-midi, avec un air contrarié. Il m'a embrassée sur la joue, un baiser rapide, presque mécanique, et il m'a dit « On en reparlera, maman. Tu finiras par changer d'avis. » Mais je n'ai pas changé d'avis. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter. 2 semaines après la visite de Julien, Nathalie est venue à son tour. Elle est arrivée un mardi matin sans prévenir. J'étais en train d'arroser les roses dans le jardin quand j'ai entendu le portail s'ouvrir. Elle portait une robe d'été blanche et des lunettes de soleil. Elle souriait, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Belle maman, quelle surprise de vous voir dehors. Vous avez l'air en forme. Je l'ai invitée à entrer. Je lui ai proposé un café, un thé. Elle a refusé. Elle s'est assise dans le salon et elle a regardé autour d'elle exactement comme Julien l'avait fait 2 semaines plus tôt.
Ce même regard calculateur, cette même façon de détailler chaque objet. « Belle maman », a-t-elle dit enfin. « Julien m'a raconté votre conversation. Je comprends que vous soyez attachée à cette maison. Vraiment, je comprends. Mais vous devez penser à l'avenir. Vous avez 66 ans. Vous êtes veuve. Que se passera-t-il dans 5 ans, dans 10 ans? Vous ne pourrez pas vivre seule éternellement. » J'ai répondu que j'avais des amis dans le quartier, une voisine qui passait me voir régulièrement, un médecin traitant qui me suivait depuis 20 ans. Je n'étais pas isolée, je n'étais pas en danger. Elle a secoué la tête avec un petit soupir exaspéré. « Vous ne comprenez pas. Nous voulons vous aider. Nous voulons prendre soin de vous. Pourquoi refusez-vous notre aide ?» Sa voix avait changé. Elle était devenue plus dure, plus tranchante. Le masque de la belle-fille dévouée commençait à glisser. J'ai dit que je n'avais pas besoin d'aide, que je me portais très bien, que je la remerciais de son inquiétude mais que ma décision était prise. Elle s'est levée brusquement. Son visage s'était fermé. « Très bien, comme vous voudrez. Mais ne venez pas vous plaindre quand vous tomberez et que personne ne sera là pour vous relever. » Elle est partie sans dire au revoir. La porte a claqué derrière elle. Je suis restée seule dans mon salon, le cœur battant, les mains tremblantes. Et j'ai compris que quelque chose venait de changer, que Nathalie ne me pardonnerait pas ce refus, que d'une manière ou d'une autre, elle allait me le faire payer. Je ne savais pas encore comment, je ne savais pas encore jusqu'où elle était prête à aller, mais je le sentais dans l'air. Cette menace sourde, cette violence rentrée, comme le calme avant la tempête. Et la tempête n'allait pas tarder à éclater. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Julien. Sa voix était étrange, tendue. « Maman, Nathalie et moi, nous avons discuté. Nous pensons vraiment que tu devrais venir vivre chez nous. Au moins quelques mois, pour essayer. Si ça ne te plaît pas, tu pourras toujours revenir. » J'ai refusé à nouveau. Il a insisté. J'ai refusé encore. Alors il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. « Maman, si tu refuses de venir, nous ne pourrons plus venir te voir aussi souvent. Nathalie dit que c'est trop loin, que ça nous prend trop de temps. Elle dit que si tu ne fais pas d'efforts pour te rapprocher de nous, nous ne pouvons pas faire tous les efforts de notre côté. » C'était du chantage. Du chantage affectif, le pire qui soit. Viens vivre chez nous, ou tu ne verras plus ton fils. J'ai pleuré cette nuit-là. J'ai pleuré en tenant l'alliance d'Henri contre mon cœur. J'ai pleuré en lui parlant comme s'il pouvait m'entendre. « Henri, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils, notre petit garçon, qu'est-ce qu'il est devenu ?» Mais Henri ne répondait pas. Henri était mort, et j'étais seule face à cette femme qui voulait me prendre tout ce que j'avais. Alors j'ai cédé, par amour pour mon fils, par peur de le perdre complètement. J'ai appelé Julien le lendemain, et je lui ai dit « D'accord, je viens, juste quelques mois, pour essayer. » Il a semblé soulagé. « Nathalie va être contente, » a-t-il dit. « Tu verras, maman, tout va bien se passer. » Mais dans sa voix, j'ai entendu autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Comme s'il savait, au fond de lui, que ce qu'il faisait était mal. Comme s'il savait qu'il me livrait à un piège dont je ne pourrais peut-être jamais m'échapper. Je suis arrivée chez Julien et Nathalie un vendredi de septembre. Le ciel était gris ce jour-là, couvert de nuages bas, qui annonçaient la pluie. Julien était venu me chercher à Bordeaux avec sa voiture. Nous avons roulé pendant 2 heures, jusqu'à leur maison dans la banlieue de Toulouse. Pendant tout le trajet, il parlait de choses et d'autres, du temps, de son travail, d'un nouveau restaurant qu'ils avaient trop découvert.
Il évitait soigneusement le sujet principal. Pourquoi j'étais là? Ce que j'abandonnais derrière moi. Cette maison où j'avais vécu 35 ans et que je laissais vide pour la première fois. J'avais emporté 2 valises, seulement 2 valises pour résumer 66 ans de vie. Des vêtements, quelques livres, des photos d'Henri et de Julien enfant, mon nécessaire de toilette, et l'alliance d'Henri, toujours accrochée à cette chaîne en or autour de mon cou. Je n'avais pas pu me résoudre à emporter davantage. Nathalie m'avait dit au téléphone que la chambre était petite, qu'il ne fallait pas encombrer l'espace avec des choses inutiles. Des choses inutiles. C'est comme ça qu'elle appelait les souvenirs de toute une vie. Leur maison était belle, il faut le reconnaître. Une construction moderne de plain-pied, avec un grand jardin et une piscine. Tout était neuf, propre, impeccable. Pas une feuille morte sur la pelouse, pas une trace de doigt sur les vitres. Nathalie tenait sa maison comme un musée. Un endroit fait pour être regardé, pas pour être vécu. Elle m'a accueillie sur le perron, avec son sourire habituel. Ce sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Belle maman, bienvenue chez nous. J'espère que vous vous sentirez comme chez vous. Elle m'a embrassée sur les 2 joues, un contact bref et froid, puis elle s'est tournée vers Julien. « Montre-lui sa chambre, je vais préparer le dîner. » Ma chambre. Julien m'a guidée à travers la maison. Le salon immense avec ses canapés blancs, la cuisine ouverte équipée de tous les appareils modernes, imaginables, le couloir qui menait aux chambres. Puis, il a ouvert une porte au bout du couloir et nous avons descendu un escalier étroit, le sous-sol. Voilà maman, c'est ici. La pièce faisait peut-être 12 mètres carrés. Un lit simple contre le mur, une petite armoire, une table de nuit avec une lampe. Et pour toute source de lumière naturelle, un soupirail près du plafond qui donnait sur le jardin. À travers cette ouverture étroite, je voyais les pierres des chaises de jardin et un bout de pelouse. C'était tout. J'ai regardé mon fils. J'ai cherché dans ses yeux une trace de honte, de gêne, quelque chose qui me dirait qu'il se rendait compte de ce qu'il faisait. Mais il souriait, ce sourire nerveux qu'il avait quand il était mal à l'aise. C'est temporaire, maman. Nathalie dit qu'on pourrait aménager le grenier plus tard, en faire une vraie chambre avec une fenêtre. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. Qu'aurais-je pu dire? J'étais venue de mon plein gré. J'avais accepté cette situation. Je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Les premiers jours, tout semblait normal. Nathalie était polie, presque aimable. Elle me demandait si j'avais bien dormi, si le petit déjeuner me convenait, si j'avais besoin de quelque chose. Julien partait travailler le matin et rentrait le soir. Nous dînions ensemble tous les 3. Les conversations étaient superficielles, mais cordiales. Je commençais à me dire que peut-être, après tout, les choses pourraient fonctionner. Mais au bout d'une semaine, le masque a commencé à glisser. Cela a commencé par de petites choses. Des remarques anodines, en apparence, mais qui me laissaient un goût amer. Un matin, alors que je prenais mon café dans la cuisine, Nathalie est entrée et m'a regardé avec un air surpris. « Vous êtes déjà levée, belle maman. À votre âge, vous devriez dormir davantage. Ce n'est pas bon pour la santé de se lever si tôt. » J'ai répondu que je m'étais toujours levée tôt, que c'était une habitude de toute une vie. Elle a haussé les épaules et a dit oui, mais les habitudes changent quand on vieillit. Un autre jour, je lisais un livre dans le salon. Elle est passée derrière moi et a jeté un coup d'œil à la couverture. Encore un roman d'amour. Vous ne lisez que ça. Ce n'est pas très stimulant pour le cerveau.
À votre âge, il faudrait faire des mots croisés, des sudoku, des choses qui entretiennent la mémoire. J'ai répondu que je lisais ce qui me plaisait, que la lecture était déjà un excellent exercice pour l'esprit. Elle a fait une moue dubitative et elle est partie sans rien ajouter. Ses remarques me blessaient, mais je me disais que c'était peut-être sa façon maladroite de montrer qu'elle se souciait de moi. Je me trompais. Au bout de 2 semaines, les incidents ont commencé. Le premier s'est produit un matin où je cherchais mes lunettes. Je les avais posées la veille sur ma table de nuit. J'en étais certaine. Mais ce matin-là, elles n'y étaient plus. J'ai cherché partout dans ma chambre, sous le lit, dans l'armoire, dans mes valises. Rien. Je suis montée au rez-de-chaussée et j'ai demandé à Nathalie si elle les avait vues. Elle m'a regardée avec un air inquiet. « Vos lunettes. Mais belle maman, vous les avez mises dans le réfrigérateur hier soir. Vous ne vous en souvenez pas. J'ai senti mon sang se glacer dans le réfrigérateur. » C'était absurde. Jamais je n'aurais fait une chose pareille. Mais Nathalie avait l'air si sûre d'elle, si sincèrement préoccupée. Elle m'a prise par le bras et m'a conduite jusqu'à la cuisine. Elle a ouvert le réfrigérateur, et là, sur l'étagère du haut, entre le beurre et le fromage, se trouvaient mes lunettes. Vous voyez, belle maman, je vous ai vu les mettre là hier soir. Je me suis dit que vous aviez peut-être confondu avec autre chose. Ça arrive, vous savez. À votre âge, ces petits oublis sont normaux. Je l'ai regardé. Son visage exprimait une inquiétude parfaite, une sollicitude de belle fille dévouée. Mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid et de calculateur, me disait qu'elle mentait. Que c'était elle qui avait mis mes lunettes dans le réfrigérateur. Que c'était elle qui orchestrait tout cela. Mais comment le prouver? Je n'avais aucune preuve. Juste une intuition, un sentiment diffus, que quelque chose n'allait pas. Les semaines suivantes, les incidents se sont multipliés. Mes médicaments pour la tension disparaissaient de ma trousse de toilette et réapparaissaient dans des endroits improbables. Le tiroir de la cuisine, le panier à linge, une fois même dans le pot de la plante verte du salon. À chaque fois, Nathalie me retrouvait l'objet perdu, avec le même air inquiet, la même sollicitude empoisonnée. « Belle maman, vos comprimés étaient dans le garage. Vous ne vous souvenez vraiment pas de les avoir mis là. » Elle posait des questions devant Julien, devant les rares visiteurs qui passaient. Des questions innocentes en apparence, mais qui semaient le doute. « Belle maman, vous avez encore oublié notre conversation d'hier. » « Belle maman, vous m'avez déjà raconté cette histoire 3 fois cette semaine. » « Belle maman, vous êtes sûre que ça va? Vous avez l'air confuse aujourd'hui. » Je commençais à douter de moi-même. Peut-être que je perdais vraiment la mémoire. Peut-être que le deuil d'Henri m'avait affecté plus profondément que je ne le pensais. Peut-être que je devenais folle. La nuit, dans ma chambre sans fenêtre, je restais éveillée pendant des heures. Je fixais le plafond. J'essayais de me souvenir. Avais-je vraiment mis mes lunettes dans le réfrigérateur? Avais-je vraiment caché mes médicaments dans le garage? Avais-je vraiment raconté la même histoire 3 fois? Je ne savais plus. Je ne savais plus rien. Et c'est exactement ce que Nathalie voulait. Un soir, environ 1 mois après mon arrivée, je me suis levée pour aller aux toilettes. Il devait être 2 heures du matin. La maison était silencieuse. J'ai monté l'escalier du sous-sol doucement, sans allumer la lumière, pour ne réveiller personne. Et c'est là que je les ai entendus. Julien et Nathalie parlaient dans la cuisine. Leur voix était basse, mais distincte dans le silence de la nuit. Je me suis arrêtée au milieu de l'escalier. J'ai retenu mon souffle.
et j'ai écouté. Ça avance bien, disait Nathalie. Elle commence à douter d'elle-même. Tu as vu sa tête ce matin quand elle ne trouvait pas son portefeuille? Elle avait l'air complètement perdue. La voix de Julien, hésitante. Tu ne trouves que non pas qu'on va trop loin? C'est quand même ma mère. Un soupir agacé de Nathalie. Julien, on en a déjà parlé. Si on veut la faire déclarer inapte, il faut des preuves. Il faut que les gens autour d'elle voient qu'elle perd la tête. Le médecin, les voisins, tout le monde doit être convaincu. Une fois qu'elle sera sous tutelle, on récupérera la gestion de ses biens. La maison de Bordeaux vaut presque 1 million d'euros. Plus les économies, plus l'assurance vie. Tu imagines ce qu'on pourrait faire avec cet argent? Un silence. Puis la voix de Julien, plus faible. Et si elle comprend ce qu'on fait? Et si elle nous dénonce? Le rire de Nathalie, froid et méprisant. Qui la croira? Une vieille femme qui met ses lunettes dans le frigo et qui parle toute seule la nuit. J'ai déjà commencé à préparer le terrain. J'ai parlé au docteur Morel la semaine dernière. Je lui ai dit que je m'inquiétais pour sa santé mentale. Il va venir la voir bientôt pour une évaluation. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. J'ai dû m'agripper à la rampe pour ne pas tomber. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende depuis la cuisine. Ce n'était pas ma mémoire qui flanchait. Ce n'était pas le deuil qui me rendait confuse. C'était elle. C'était Nathalie. Depuis le début, elle manipulait tout. Elle déplaçait mes affaires, elle semait le doute, elle racontait des mensonges à mon médecin. Et mon fils, mon propre fils, était son complice. J'ai reculé doucement, marche après marche. Je suis redescendue dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit, tremblante, les larmes coulant sur mes joues. Je serrais l'alliance d'Henri dans ma main si fort que le métal me rentrait dans la peau. « Henri », ai-je murmuré dans le noir, « ils veulent me voler ma vie. Ils veulent me faire passer pour folle. Qu'est-ce que je dois faire ?» Mais Henri ne répondait pas. Henri était mort, et j'étais seule, piégée dans cette maison, avec une femme qui voulait me détruire, et un fils qui la laissait faire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur mon lit jusqu'à l'aube, à réfléchir, à pleurer, à prier. Et quand les premiers rayons du soleil ont filtré à travers le soupirail, j'ai pris une décision. Je n'allais pas me laisser faire. Je n'allais pas devenir leur victime. Je n'allais pas perdre ma maison, ma liberté, ma dignité. J'allais me battre, en silence. Sans qu'ils le sachent, j'allais rassembler des preuves. J'allais documenter chaque mensonge, chaque manipulation. Et quand j'aurai assez de munitions, je frapperai fort, là où ça fait mal, parce que je n'étais pas folle. J'étais juste une vieille femme qu'on essayait de détruire. Mais cette vieille femme avait encore de la force. Cette vieille femme avait encore de la volonté. Et cette vieille femme n'allait pas se laisser enterrer vivante. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Quelqu'un a-t-il déjà essayé de vous faire douter de vous-même, de vous convaincre que vous perdiez la raison? Racontez-moi dans les commentaires. J'aimerais savoir que je ne suis pas seule. Le lendemain de cette nuit terrible, je me suis levée avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des mois. La peur était toujours là, tapie au fond de mon ventre comme un animal endormi. Mais elle avait cédé la place à autre chose. Une détermination froide, silencieuse, implacable. Je savais maintenant ce que Nathalie manigançait. Je connaissais son plan, et cette connaissance me donnait un pouvoir qu'elle ne soupçonnait pas. Ce matin-là, j'ai pris mon petit déjeuner avec eux comme d'habitude. Nathalie me surveillait du coin de l'œil, guettant le moindre signe de confusion, le moindre oubli qu'elle pourrait exploiter. J'ai joué le jeu.
J'ai fait semblant de chercher ma cuillère alors qu'elle était juste devant moi. J'ai posé une question que j'avais déjà posée la veille. J'ai vu le petit sourire satisfait qui s'est dessiné sur ses lèvres. Elle pensait que son plan fonctionnait. Elle pensait que je sombrais doucement dans la démence. Elle se trompait. Après le petit déjeuner, Julien est parti travailler. Nathalie est montée dans son bureau pour répondre à des emails. J'étais seule au rez-de-chaussée. J'ai attendu quelques minutes, l'oreille tendue, guettant le moindre bruit. Puis je suis sortie discrètement par la porte du jardin. Il y avait un petit centre commercial à 15 minutes de marche. J'y suis allée d'un pas rapide malgré mes jambes fatiguées. Dans une papeterie, j'ai acheté un petit carnet à spirale, celui avec une couverture noire toute simple, et un stylo. C'est tout ce dont j'avais besoin pour commencer ma bataille. En rentrant, j'ai caché le carnet dans le seul endroit où Nathalie ne fouillerait jamais. Ma gaine, ce vêtement de vieille femme qu'elle regardait avec dégoût chaque fois qu'elle passait devant ma chambre. Elle ne toucherait jamais à ça. Elle était bien trop fière pour s'abaisser à fouiller dans les sous-vêtements d'une vieille. Ce soir-là, dans ma chambre du sous-sol, j'ai commencé à écrire. La date, l'heure, ce qui s'était passé, chaque détail que je pouvais me rappeler. Les lunettes dans le réfrigérateur, 3 septembre. Les médicaments dans le garage, 8 septembre. La conversation surprise dans la cuisine, 15 septembre. Tout y est passé. Chaque manipulation, chaque mensonge, chaque regard calculateur. J'écrivais dans le noir, à la lumière de la petite lampe de chevet, en tendant l'oreille pour m'assurer que personne ne descendait l'escalier. Mon écriture était serrée, presque illisible, pour économiser le papier. Mais chaque mot était une arme. Chaque phrase était une munition que j'accumulais pour le jour où j'en aurais besoin. Les jours suivants, j'ai continué ma surveillance silencieuse. Je faisais semblant de somnoler dans le salon pendant que Nathalie téléphonait. J'ai ainsi appris qu'elle avait contacté un avocat spécialisé dans les mises sous tutelle. J'ai entendu qu'elle prévoyait de convaincre mon médecin traitant de venir faire une évaluation à domicile. J'ai compris qu'elle compilait un dossier contre moi, avec des photos, des vidéos, des témoignages de voisins qu'elle manipulait avec ses airs de belle fille éplorée. Mais je compilais mon propre dossier. Chaque soir, dans ma chambre, je notais tout, les dates, les heures, les témoins présents. Je dessinais même parfois des petits schémas pour me souvenir de la disposition des objets avant et après les manipulations de Nathalie. Un matin d'octobre, j'ai fait quelque chose de crucial. J'ai attendu que Nathalie parte faire des courses. Julien était au travail. J'étais seule dans la maison. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le docteur Lemaire, mon médecin traitant depuis 20 ans à Bordeaux. « Docteur, c'est Cécile Beaumont. J'ai besoin de vous voir. C'est urgent. » Il aperçut quelque chose dans ma voix, cette urgence contenue, cette peur que j'essayais de masquer. Il m'a donné un rendez-vous pour le surlendemain. J'ai dit à Nathalie que j'avais besoin d'aller à Bordeaux pour récupérer des affaires dans ma maison. Elle a froncé les sourcils mais n'a pas protesté. Julien m'a déposée à la gare le matin et je suis partie. Le cabinet du docteur Lemaire se trouvait dans une petite rue tranquille du centre-ville. Je le connaissais depuis si longtemps que son bureau m'était aussi familier que mon propre salon. Les diplômes encadrés sur les murs, les plantes vertes près de la fenêtre, l'odeur légère de désinfectant mêlée au parfum de son aftershave. Quand je me suis assise face à lui, j'ai senti les larmes monter. « Docteur !» ai-je dit d'une voix tremblante, « il faut que je vous raconte quelque chose. Et il faut que vous me croyiez. » Il m'a regardé avec ses yeux bienveillants, ses yeux qui avaient vu naître Julien,
qui avait accompagné Henri dans sa maladie, qui m'avait consolé après sa mort. Je vous écoute, Cécile. Alors j'ai tout raconté. Les manipulations de Nathalie, les objets déplacés, les questions insidieuses, la conversation surprise dans la cuisine. J'ai sorti mon carnet de mon sac et je lui ai montré mes notes. Il a lu en silence, tournant les pages une à une, son visage de plus en plus grave. Quand il a eu fini, il a posé le carnet sur son bureau et m'a regardé. « Cécile, ce que vous me décrivez ressemble à ce qu'on appelle du gaslighting. C'est une forme de manipulation psychologique très perverse. L'objectif est de faire douter la victime de sa propre santé mentale, de la rendre dépendante et vulnérable. » J'ai senti un poids immense se soulever de mes épaules. Il me croyait. Il ne me prenait pas pour une vieille folle. Il comprenait ce qui se passait. « Docteur, ma belle-fille veut me faire déclarer inapte. Elle veut récupérer mes biens. Elle a déjà contacté un médecin ici, un certain docteur Morel, pour faire une évaluation. » Le docteur Lemaire a secoué la tête. Je connais Morel. C'est un confrère compétent mais facilement influençable. Si votre belle-fille lui raconte ses histoires, il pourrait très bien la croire. « Alors, qu'est-ce que je peux faire ?» Il a réfléchi un moment, tapotant son stylo contre le bureau. « D'abord, nous allons faire un bilan complet. Test cognitif, examen neurologique, tout ce qu'il faut pour prouver que vous êtes parfaitement lucide. Je vais vous donner un certificat médical daté et signé, attestant de votre bonne santé mentale. Ce document sera votre meilleure protection. Il m'a fait passer des tests pendant 2 heures. Des questions de mémoire, de logique, de calcul, des exercices de reconnaissance visuelle, de coordination. À la fin, il m'a regardé avec un sourire. « Cécile, vos capacités cognitives sont excellentes pour votre âge. Vous n'avez aucun signe de démence, aucune confusion mentale. Vous êtes aussi lucide que moi. » J'ai pleuré. Des larmes de soulagement, de gratitude. Il m'a tendu une boîte de mouchoirs et m'a laissé le temps de me reprendre. Je vais rédiger ce certificat tout de suite. Gardez-le précieusement. Et Cécile, ce que vous vivez n'est pas normal. Vous devriez envisager de quitter cette maison. J'ai hoché la tête. Je savais qu'il avait raison. Mais je ne pouvais pas partir maintenant. Pas encore. J'avais besoin de plus de preuves. J'avais besoin que Nathalie aille trop loin, qu'elle commette une erreur irréparable. Alors seulement, je pourrais frapper. Je suis rentrée à Toulouse le soir même. Le certificat médical était caché dans ma gaine, avec mon carnet. Nathalie m'a accueillie avec son sourire habituel. « Alors, belle maman, vous avez récupéré ce que vous vouliez. »« Oui, merci. Tout s'est bien passé. » Et elle m'a scruté un instant, cherchant peut-être un signe de faiblesse, une faille à exploiter. Mais je lui ai rendu son regard, calme et serein. Et pour la première fois, j'ai vu une ombre de doute passer dans ses yeux. Cette nuit-là, dans ma chambre, j'ai sorti le certificat et je l'ai relu plusieurs fois. Ces mots écrits par le docteur Lemaire étaient ma bouée de sauvetage. Madame Cécile Beaumont, née le 14 mars 1958, présente des fonctions cognitives parfaitement normales pour son âge. Aucun signe de démence sénile, de maladie d'Alzheimer ou de tout autre trouble neurologique. Cette patiente est apte à gérer ses affaires personnelles et financières en toute autonomie. J'ai rangé le document avec mon carnet. Puis je me suis assise sur le lit et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis mon arrivée dans cette maison, je me sentais forte. Pas invincible, non, mais forte, capable de me battre, capable de gagner. Le lendemain, j'ai fait quelque chose de symbolique.
quelque chose qui marquait le début d'une nouvelle étape. Après le déjeuner, alors que Nathalie faisait la sieste et que Julien était au travail, je suis sortie dans le jardin. Il faisait frais, mais le soleil brillait. Je me suis assise sur un banc près de la haie et j'ai sorti l'alliance d'Henri de sous mon chemisier. Je l'ai tenue dans ma paume ouverte, regardant la lumière jouer sur l'or usé par 45 ans de mariage. « Henri, ai-je murmuré, je vais me battre. Pour toi, pour nous, pour tout ce que nous avons construit ensemble. Je ne les laisserai pas gagner. Je te le promets. » Une brise légère a soufflé à ce moment-là, faisant frémir les feuilles de la haie. J'ai choisi d'y voir un signe. Un encouragement d'Henri depuis l'au-delà. Une façon de me dire qu'il était avec moi, qu'il me soutenait, qu'il croyait en moi. Je suis rentrée dans la maison avec une nouvelle énergie. Nathalie était descendue de sa chambre et préparait du thé dans la cuisine. Elle m'a regardée avec un air suspicieux. « Vous étiez dehors, belle maman. Il fait froid pourtant. J'avais besoin d'air frais. C'est bon pour la circulation. » Elle a haussé les épaules et a repris sa préparation. Mais j'ai vu qu'elle m'observait du coin de l'œil. Elle sentait que quelque chose avait changé. Elle ne savait pas quoi exactement. Mais son instinct de prédateur lui disait que sa proie n'était plus aussi docile qu'avant. Les semaines suivantes, j'ai continué ma double vie. En surface, j'étais toujours la belle-mère confuse et fragile qu'elle voulait que je sois. Je continuais à faire semblant d'oublier, à poser des questions répétitives, à chercher des objets qu'elle avait déplacés. Mais en dessous, dans le secret de ma chambre, je compilais mon dossier. Je notais tout. Je gardais des preuves. Et j'attendais. J'attendais qu'elle commette l'erreur qui la perdrait. L'erreur de Nathalie est venue plus vite que je ne l'espérais. C'était un samedi soir de novembre, environ 2 mois après mon arrivée chez eux. Le temps s'était refroidi considérablement. Les arbres avaient perdu leurs feuilles et le jardin ressemblait à un cimetière végétal. Je me souviens que ce soir-là, il y avait du vent. On entendait les branches craquer contre les volets. Un bruit sinistre qui correspondait parfaitement à l'atmosphère de cette maison. Nathalie avait invité des amis à dîner, un couple de leur âge, les Dumont, qui habitaient dans le quartier. Elle voulait montrer sa belle maison, sa cuisine impeccable, son mari dévoué, et probablement aussi sa belle-mère sénile, pour commencer à préparer le terrain auprès de témoins extérieurs. J'ai compris son plan dès le début de la soirée. Elle m'a installée dans un fauteuil du salon, bien en vue de tout le monde, et elle a commencé son petit numéro. « Belle maman, vous voulez un verre de vin ?»« Ah non, c'est vrai, vous ne devez pas boire avec vos médicaments. Vous vous souvenez de vos médicaments au moins. » Elle se tournait vers les Dumont, avec un air inquiet. « Vous savez, elle oublie parfois de les prendre. Je dois les lui donner moi-même maintenant. » Les Dumont hochaient la tête avec des mines compatissantes. Pauvre femme, c'est tellement triste de vieillir comme ça. Nathalie est vraiment dévouée de s'en occuper. J'ai serré les dents et j'ai joué le jeu. J'ai fait semblant de ne pas me souvenir du prénom de Madame Dumont, alors que Nathalie venait de le prononcer. J'ai posé 2 fois la même question sur leur métier. J'ai regardé autour de moi avec un air vaguement perdu, comme si je ne reconnaissais pas l'endroit où j'étais. Nathalie rayonnait. Son plan fonctionnait à merveille. Mais après le dîner, quelque chose s'est passé, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Nous étions au salon pour le café. Les Dumont parlaient de leurs vacances en Grèce. Nathalie écoutait en souriant, sa tasse à la main. Et puis son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran et son visage a changé. Une expression de contrariété
vite masqué par un sourire d'excuse. « Pardonnez-moi, je dois prendre cet appel. C'est important. » Elle s'est levée et elle est sortie dans le couloir. J'ai entendu ses pas s'éloigner vers la cuisine. Et là, sans réfléchir, j'ai fait quelque chose d'audacieux. Je me suis levée aussi en prétextant aller aux toilettes. Mais au lieu d'aller aux toilettes, j'ai suivi Nathalie à distance. Je voulais savoir à qui elle parlait. Je voulais comprendre ce qui pouvait la contrarier à ce point. Elle était dans la cuisine, dos à la porte. Elle parlait à voix basse, mais j'entendais quand même. Oui, j'ai compris. Le rendez-vous est confirmé pour mardi. Le docteur Morel viendra faire l'évaluation à domicile. Il faut juste que je prépare le terrain d'ici là. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Elle sera déclarée inapte avant Noël, je vous le garantis. Mon sang s'est glacé. Mardi. C'était dans 3 jours. 3 jours pour me préparer à affronter ce médecin qu'elle avait manipulé. 3 jours pour prouver que je n'étais pas folle. Je suis retournée au salon aussi discrètement que possible. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai réussi à garder un visage neutre. Quand Nathalie est revenue quelques minutes plus tard, j'étais de nouveau assise dans mon fauteuil, l'air vaguement absent, comme si rien ne s'était passé. Les Dumont sont partis vers 23 heures. Nathalie les a raccompagnés à la porte avec des embrassades et des promesses de se revoir bientôt. Puis, elle s'est tournée vers moi avec un sourire satisfait. « Vous devriez aller vous coucher, belle maman. Vous avez l'air fatiguée. » J'ai hoché la tête docilement et je suis descendue dans ma chambre. Mais je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit à réfléchir, à planifier, à préparer ma défense. Le lendemain matin, dimanche, j'ai demandé à Julien de m'emmener à Bordeaux. J'ai prétexté vouloir vérifier que tout allait bien dans ma maison, aérer les pièces, relever le courrier. Il a accepté sans se méfier. Nathalie a froncé les sourcils mais n'a rien dit. Elle devait penser que ça n'avait pas d'importance. Dans 2 jours, le docteur Morel viendrait et tout serait réglé. Mais à Bordeaux, je n'ai pas seulement aéré ma maison. J'ai appelé le docteur Lemaire pour lui expliquer la situation. Il était furieux. Cette femme est dangereuse, Cécile. Ce qu'elle fait est illégal. C'est de la manipulation de personnes vulnérables, peut-être même de l'abus de faiblesse. Qu'est-ce que je peux faire, docteur? Le médecin vient mardi. Il a réfléchi un moment. Écoutez, je vais contacter le docteur Morel directement. Nous sommes confrères. Je peux lui parler. Je vais lui envoyer votre dossier médical, mes évaluations, tout ce qui prouve que vous êtes parfaitement lucide. Et je vais lui suggérer de faire attention aux manipulations possibles de votre entourage. Vous pensez qu'il vous écoutera? Je l'espère. Morel est un homme honnête au fond. Il s'est peut-être laissé embobiner par votre belle-fille. Mais si je lui présente les faits, il devrait comprendre. J'ai remercié le docteur Lemaire du fond du cœur. Puis j'ai fait autre chose. J'ai appelé une avocate dont une ancienne collègue m'avait parlé des années plus tôt. Maître Fontaine, spécialisée dans les droits des personnes âgées et les affaires de tutelle. Elle m'a reçue le jour même dans son cabinet. Une femme d'une 50aine d'années, le regard vif, les cheveux gris coupés courts. Elle m'a écoutée pendant 1 heure, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête lentement. « Madame Beaumont, ce que vous me décrivez est malheureusement plus courant qu'on ne le pense. Des familles qui veulent s'emparer des biens de leurs aînés en les faisant déclarer incapables. C'est une forme de maltraitance qui reste souvent impunie, parce que les victimes n'osent pas parler ou ne sont pas crues. » Elle a ouvert un dossier et a commencé à prendre des notes. « Vous avez bien fait de venir me voir. Voici ce que nous allons faire. D'abord,
Je vais contacter le juge des tutelles pour l'informer de la situation. Si votre belle-fille dépose une demande de mise sous protection, nous serons prêts à la contester. Ensuite, je vais rassembler toutes les preuves que vous avez accumulées. Votre carnet, le certificat du docteur Lemaire, tout ce qui peut démontrer la manipulation dont vous êtes victime. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et enfin, Madame Beaumont, je vais vous donner un conseil. Quittez cette maison. Rentrez chez vous à Bordeaux. Vous n'êtes pas en sécurité là-bas. J'ai secoué la tête. Pas encore. Si je pars maintenant, Nathalie dira que je me suis enfuie, que je suis instable, imprévisible. Elle utilisera mon départ contre moi. Non, je dois rester jusqu'à la visite du médecin. Je dois prouver devant témoins que je suis parfaitement lucide. Et ensuite seulement, je partirai. Maître Fontaine a soupiré, mais elle a accepté mon raisonnement. Très bien. Mais soyez prudente. Et appelez-moi immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. Je suis rentrée à Toulouse le soir même. Julien m'attendait à la gare. Il avait l'air préoccupé. « Maman, Nathalie m'a dit que tu avais passé beaucoup de temps à Bordeaux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu faisais ?» J'ai répondu calmement que j'avais vérifié la maison, payé quelques factures, vu une vieille amie. Rien d'extraordinaire. Il n'a pas insisté, mais je voyais bien qu'il n'était pas convaincu. Nathalie avait dû lui mettre la puce à l'oreille. Le lundi est passé dans une tension palpable. Nathalie me surveillait plus que d'habitude. Elle trouvait des prétextes pour entrer dans ma chambre, pour fouiller dans mes affaires. Mais elle n'a rien trouvé. Mon carnet et mes documents étaient toujours cachés dans ma gaine, là où elle ne regarderait jamais. Et puis mardi est arrivé, le jour de la visite du docteur Morel. Il est venu à 14 heures. Un homme d'une 60aine d'années, petit, bedonnant, avec des lunettes épaisses et un air de fonctionnaire fatigué. Nathalie l'a accueilli avec son plus beau sourire, celui qu'elle réservait aux gens qu'elle voulait impressionner. « Docteur, merci d'être venu. Je suis tellement inquiète pour ma belle-mère. Comme je vous l'ai expliqué au téléphone, elle a des absences, des pertes de mémoire. Elle met des objets dans des endroits bizarres. Parfois, elle ne me reconnaît même plus. Je regardais cette scène depuis le canapé du salon, où on m'avait installé comme un objet de démonstration. Je gardais un visage neutre, mais mon cœur battait à tout rompre. Tout allait se jouer dans les prochaines minutes. Le docteur Morel s'est approché de moi. Il m'a serré la main, un geste machinal, et s'est assis dans le fauteuil en face. « Bonjour, Madame Beaumont. Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Très bien, docteur. Merci de demander. » Il a sorti un carnet de sa mallette et a commencé à poser des questions. Des questions simples d'abord. Mon nom, mon âge, ma date de naissance. Puis des questions plus complexes. Quel jour sommes-nous? Qui c'est le président de la République? Combien font 7 fois 8? J'ai répondu à tout correctement, calmement, sans hésitation. Je voyais le visage de Nathalie se crisper à chaque bonne réponse. Ce n'était pas du tout ce qu'elle avait prévu. Le docteur Morel a continué avec des tests de mémoire. Il m'a montré une série d'images et m'a demandé de les mémoriser. Quelques minutes plus tard, il m'a demandé de les citer. Je les ai toutes retrouvées. Il m'a fait faire des exercices de calcul mental. J'ai réussi sans difficulté. Il m'a posé des questions sur mon passé, sur ma vie, sur Henri. J'ai répondu avec précision et émotion. Au bout d'1 heure, il a refermé son carnet. Son visage était indéchiffrable. « Madame Beaumont, vos fonctions cognitives semblent tout à fait normales. Je ne vois aucun signe de démence ou de confusion mentale. » Nathalie s'est avancée, le visage crispé. « Mais docteur, je vous assure, elle a des absences. Elle met ses lunettes dans le réfrigérateur. Elle oublie ce qu'elle vient de dire.
Je l'ai vu de mes propres yeux. Le docteur Morel l'a regardé un long moment. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait bondir le cœur. « Madame, j'ai reçu un appel de mon confrère le docteur Lemaire ce matin. Il suit Madame Beaumont depuis 20 ans. Il m'a envoyé son dossier médical complet, ainsi que les résultats d'une évaluation cognitive, réalisée il y a quelques semaines. Tout est parfaitement normal. » Le visage de Nathalie est devenu blanc. Le docteur Lemaire m'a aussi parlé de certaines préoccupations concernant l'environnement familial de Madame Beaumont. Des manipulations possibles. Des objets déplacés pour créer une fausse impression de confusion. Nathalie a ouvert la bouche mais aucun son n'en est sorti. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle était sans voix. Le docteur Morel s'est levé. « Madame Beaumont, je vais rédiger un rapport indiquant que vous êtes parfaitement apte à gérer vos affaires. Si une demande de mise sous tutelle est déposée, mon rapport sera versé au dossier. » Il s'est tourné vers Nathalie. « Quant à vous, madame, je vous conseille de réfléchir très sérieusement à vos actions. L'abus de faiblesse sur personne vulnérable est un délit pénal. » Et il est parti. La porte a claqué derrière lui. Le silence est retombé sur le salon comme un linceul. Nathalie me regardait avec une haine pure, une haine qui ne prenait même plus la peine de se cacher. Ses yeux verts étaient devenus noirs. Ses mains tremblaient. « Vous avez fait ça !» a-t-elle sifflé entre ses dents. « Vous avez tout manigancé dans mon dos. » Je me suis levée lentement. Pour la première fois depuis des mois, je me tenais droite face à elle. Je n'avais plus peur. « Non, Nathalie, c'est vous qui avez tout manigancé. Moi, je me suis simplement défendue. » Elle a fait un pas vers moi. J'ai cru un instant qu'elle allait me frapper. Mais Julien est intervenu. « Nathalie, calme-toi. » Elle s'est retournée vers lui, furieuse. « Te calmer. Tu me demandes de me calmer. Cette vieille folle vient de ruiner tous nos plans, et tu me demandes de me calmer. » Julien a pâli. Nathalie, le médecin, est peut-être encore dehors. Baisse la voix. Mais elle ne l'écoutait plus. Elle était hors d'elle. Toute la frustration, toute la rage accumulée pendant des mois explosait enfin. J'en ai assez de cette comédie. J'en ai assez de cette maison. J'en ai assez de toi et de ta mère pathétique. Tout ce que je voulais, c'était l'argent, tu comprends? L'argent et la maison. Et maintenant, tout est foutu à cause de cette vieille sorcière. Elle s'est tournée vers moi, le doigt pointé. Vous allez payer pour ça. Je ne sais pas encore comment, mais vous allez payer. Et elle est partie en claquant la porte de la chambre si fort que les murs ont tremblé. Je me suis assise sur le canapé. Mes jambes ne me portaient plus. Julien était debout au milieu du salon, le visage défait, les bras ballants. « Maman, je ne savais pas qu'elle. » « Si tu savais. » « Julien, tu savais tout depuis le début. Je vous ai entendu cette nuit-là dans la cuisine. » Il a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Mais ces excuses ne suffisaient plus. Cette nuit-là, dans ma chambre du sous-sol, j'ai compris que je devais partir. Et vite. Nathalie avait perdu. Elle le savait. Et une femme comme elle, acculée, humiliée, était capable de tout. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en restant aussi longtemps. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Le lendemain de la visite du docteur Morel, je me suis levée avant l'aube. Il faisait encore nuit dehors. Le soupirail de ma chambre ne laissait filtrer qu'une lueur grise, celle des réverbères de la rue. J'ai fait mes valises en silence, rassemblant le peu d'affaires que j'avais apportées. Mes vêtements, mes livres, mes photos, et surtout, mon carnet et mes documents, toujours cachés dans ma gaine. J'ai monté l'escalier du sous-sol sur la pointe des pieds. La maison était silencieuse. Nathalie et Julien dormaient encore.
Ou peut-être que Nathalie ne dormait pas. Peut-être qu'elle était éveillée dans son lit, à ruminer sa défaite, à planifier sa vengeance. Je ne voulais pas le savoir. Je voulais juste partir. J'ai posé mes valises dans l'entrée et j'ai appelé un taxi depuis mon téléphone. Il arriverait dans 20 minutes. 20 minutes à attendre dans cette maison hostile, le cœur battant, l'oreille tendue. Et puis j'ai entendu des pas dans le couloir. Des pas légers, rapides. Nathalie. Elle est apparue dans l'entrée, vêtue d'un peignoir blanc, les cheveux en désordre, le visage gonflé par le manque de sommeil. Quand elle a vu mes valises, ses yeux se sont écarquillés. « Qu'est-ce que vous faites ? Je pars. Je rentre chez moi. » Elle a fait un pas vers moi. Son visage était déformé par la rage. « Vous ne pouvez pas partir comme ça. Pas après ce que vous avez fait, ce que j'ai fait. J'ai simplement refusé de me laisser détruire. » Elle a ri. Un rire aigu, presque hystérique. « Vous détruire. Mais regardez-vous. Vous êtes une vieille femme inutile. Vous n'avez plus rien. Plus de mari. Plus de fils. Tout ce qui vous reste, c'est cette maison pourrie à Bordeaux. Et croyez-moi, un jour ou l'autre, elle sera à nous. » J'ai senti la colère monter en moi. Cette colère que j'avais contenue pendant des mois, que j'avais enfouie au plus profond de moi pour survivre. Elle remontait maintenant à la surface comme une vague irrépressible. « Cette maison ne sera jamais à vous, Nathalie. Jamais. Parce que je vais vivre longtemps. Et quand je mourrai, dans 20 ou 30 ans, je lèguerai tout à une association caritative. Vous n'aurez pas un centime. » Son visage est devenu écarlate. Elle a levé la main. J'ai cru qu'elle allait me gifler. Mais à ce moment-là, Julien est apparu dans le couloir. « Qu'est-ce qui se passe ici ? »« Ta mère s'en va !» a craché Nathalie. « Elle nous abandonne après tout ce qu'on a fait pour elle. » Julien m'a regardé. Il avait l'air perdu, épuisé. « Maman, tu pars vraiment ? » « Oui, Julien, je rentre chez moi. Je n'aurais jamais dû venir ici. » Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais Nathalie l'a interrompu. « Laisse-la partir. On n'a plus besoin d'elle de toute façon. Elle a tout gâché. » J'ai pris mes valises. Le taxi devait arriver d'une minute à l'autre. J'ai marché vers la porte, mais Nathalie m'a bloqué le passage. « Vous croyez que c'est fini. Vous croyez que vous avez gagné. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais déposer cette demande de tutelle. J'ai des témoins, les Dumont, les voisins. Tout le monde sait que vous perdez la tête. » J'ai soutenu son regard sans ciller. « Faites ce que vous voulez, Nathalie. Mais sachez une chose. Mon avocate a déjà prévenu le juge des tutelles. Elle a un dossier complet sur vos manipulations. Et si vous déposez cette demande, elle déposera une plainte pour abus de faiblesse, harcèlement moral et faux témoignage. » Son visage s'est décomposé. « Faux témoignage. Oui, parce que j'ai des preuves que vous avez menti au docteur Morel. Et j'ai des preuves que le certificat médical que vous comptiez utiliser est un faux. C'était un bluff. Je ne savais pas encore qu'elle avait falsifié un certificat. Mais quelque chose dans son expression m'a dit que j'avais touché juste. » Elle a pâli brusquement. Ses mains se sont mises à trembler. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment. Alors vous n'avez rien à craindre. » Le klaxon du taxi a retenti dehors. Je l'ai contourné et j'ai ouvert la porte. L'air frais du matin m'a frappé le visage comme une libération. Julien m'a suivi jusqu'au taxi. Il portait mes valises sans rien dire. Quand le chauffeur les a mises dans le coffre, mon fils s'est tourné vers moi. « Maman, je suis désolée. »« Pour tout ?» Je l'ai regardé. Mon fils, cet homme de 41 ans qui avait un jour été un petit garçon rieur, un adolescent timide, un jeune homme plein d'espoir. Qu'était-il devenu ? « Julien, tu as fait ton choix. Tu as choisi ta femme plutôt que ta mère. Je ne te le reproche pas.
C'est la vie. Mais maintenant, c'est à toi de vivre avec les conséquences. » Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. « Est-ce que tu me pardonneras un jour ? » « Je ne sais pas. Peut-être. Mais pas aujourd'hui. » Je suis montée dans le taxi. Le chauffeur a démarré. J'ai regardé par la vitre arrière. Julien était toujours debout sur le trottoir, immobile, les bras ballants. Et derrière lui, dans l'encadrement de la porte, Nathalie me fixait avec une haine pure. Je me suis retournée et j'ai fermé les yeux. C'était fini. J'étais libre. Mais ce n'était pas vraiment fini. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une convocation du juge des tutelles. Nathalie avait quand même déposé sa demande. Malgré mes avertissements, malgré les preuves que j'avais accumulées, elle avait décidé d'aller jusqu'au bout. L'audience a eu lieu en janvier, 2 mois après mon départ de Toulouse. Je suis arrivée au tribunal avec Maître Fontaine. Nathalie était là, habillée d'un tailleur noir strict, le visage composé en une expression de sollicitude inquiète. Julien se tenait à côté d'elle, le regard fuyant. Le juge était une femme d'une 60aine d'années, au visage sévère. Madame Lemoine. Elle a commencé par écouter Nathalie présenter sa demande. Les larmes, l'inquiétude, l'amour. « Ma belle-mère est vulnérable, votre honneur. Elle a besoin de protection. Je veux juste l'aider. » Puis Maître Fontaine a pris la parole. « Votre honneur, nous avons ici un certificat médical du docteur Lemaire, attestant que Madame Beaumont est parfaitement lucide. Nous avons aussi un rapport du docteur Morel, confirmant l'absence de tout signe de démence. Elle a sorti un autre document. Et nous avons une preuve accablante. Le certificat médical que Madame Nathalie Beaumont comptait utiliser pour appuyer sa demande est un faux. Le médecin signataire n'existe pas dans l'ordre des médecins. Nous avons vérifié. » Un murmure a parcouru la salle. Nathalie est devenue blanche comme un linge. Le juge a examiné les documents pendant un long moment. Puis elle a levé les yeux vers Nathalie. « Madame, avez-vous quelque chose à dire ?» Nathalie a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Julien s'est levé. Il tremblait de tout son corps. « Votre honneur, je dois dire quelque chose. » Nathalie l'a attrapé par le bras. « Julien, tais-toi. » Mais il s'est dégagé. « Non. » J'aurais dû parler depuis longtemps. Il s'est tourné vers le juge. Ma femme m'a menti. Elle m'a dit que ma mère était vraiment malade, qu'elle avait besoin d'aide. Je l'ai cru. J'ai participé à cette mascarade parce que je pensais faire ce qu'il fallait. Mais je ne savais pas pour le faux certificat. Je ne savais pas qu'elle avait falsifié des documents. Il m'a regardé, les larmes coulant sur ses joues. « Maman, pardon. J'aurais dû te croire. J'aurais dû te défendre. » Le silence est retombé sur la salle. Le juge a regardé Nathalie avec une expression glaciale. « Madame, la demande de mise sous tutelle est rejetée et je transmets ce dossier au procureur pour enquête sur faux et usage de faux. » 6 mois plus tard, Nathalie a été condamnée. 18 mois de prison avec sursis, 15 000 € d'amende et interdiction de me contacter pendant 5 ans. Le juge a aussi mentionné dans son verdict les manipulations psychologiques qu'elle m'avait fait subir, le gaslighting, les mensonges, les humiliations. Elle est sortie du tribunal sans me regarder. Julien l'a suivie à quelques pas, la tête basse. Je ne les ai plus jamais revus ensemble. Ils ont divorcé quelques mois plus tard. Aujourd'hui, 2 ans ont passé depuis ce jour au tribunal. 2 ans pendant lesquels j'ai réappris à vivre, à respirer, à être moi-même. Je suis assise sur ma terrasse à Bordeaux, celle qui donne sur le jardin où Henri avait planté ses roses. Elles sont en fleurs en ce moment, rouges et parfumées, exactement comme il les aimait.
Le soleil de juin réchauffe mes vieux os, et je tiens dans ma main une tasse de café tiède que j'ai oublié de boire, parce que je regardais les abeilles butiner les fleurs. C'est drôle comme les petites choses deviennent précieuses quand on a failli tout perdre. Une tasse de café sur sa propre terrasse, le chant des oiseaux dans son propre jardin, le silence paisible de sa propre maison. Ces choses que je tenais pour acquises avant, je les savoure maintenant comme des trésors inestimables. Ma vie a repris son cours, lentement, doucement, comme une rivière qui retrouve son lit après une inondation. Je me suis réinscrite à mon club de lecture du quartier, celui que j'avais abandonné quand j'étais partie vivre chez Julien. Les femmes m'ont accueillie avec des sourires et des embrassades, sans poser de questions indiscrètes, et cette délicatesse m'a touchée plus que je ne saurais le dire. Nous nous retrouvons tous les jeudis après-midi pour discuter du livre de la semaine, boire du thé et manger des petits gâteaux. C'est simple, c'est banal, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin pour me reconstruire. J'ai aussi renoué avec mes voisins, notamment Madame Garnier, qui habite la maison d'à côté depuis presque aussi longtemps que moi. Elle a 80 ans maintenant. Elle marche avec une canne, et sa vue baisse un peu, mais son esprit est vif comme celui d'une jeune fille. Nous prenons le café ensemble le samedi matin, chacune à notre tour, et nous parlons de tout et de rien, du temps qui passe, des enfants qui grandissent et qui oublient parfois leurs parents, de la vie qui continue malgré les épreuves. Elle me comprend sans que j'aie besoin d'expliquer. Et cette complicité silencieuse est un baume sur mes blessures. Julien et moi, nous nous reconstruisons aussi, mais c'est plus difficile, plus lent, plus douloureux. Après son divorce avec Nathalie, il est resté quelques mois sans me contacter. Je pense qu'il avait honte, qu'il ne savait pas comment affronter ce qu'il avait fait. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre. Pas un email, pas un message sur téléphone. Une vraie lettre écrite à la main sur du papier blanc. Il me racontait sa vie depuis le procès, son divorce, son appartement qu'il avait loué dans un quartier modeste de Toulouse, son travail qui continuait tant bien que mal. Et il me demandait pardon, encore une fois, avec des mots simples et sincères qui m'ont fait pleurer. Je lui ai répondu. Une lettre aussi, écrite à la main, avec mon écriture tremblante de vieille femme. Je lui ai dit que le pardon ne vient pas d'un coup, qu'il se construit jour après jour, geste après geste, comme une maison qu'on rebâtit pierre par pierre, après un tremblement de terre. Je lui ai dit que je l'aimais toujours parce qu'une mère aime toujours son enfant, même quand cet enfant lui a fait du mal. Mais je lui ai dit aussi que la confiance, elle, était brisée et qu'il faudrait du temps, beaucoup de temps, pour la reconstruire. Maintenant, il vient me voir une fois par mois. Il arrive le samedi matin et repart le dimanche soir. Nous ne parlons pas du passé, nous ne parlons pas de Nathalie, nous ne parlons pas de ces mois terribles que j'ai passés dans leur sous-sol. Nous parlons de l'avenir, des petites choses comme du quotidien, du jardin qui a besoin d'être taillé, de la gouttière qui fuit, du nouveau restaurant qui a ouvert près de la gare. C'est superficiel, c'est prudent, mais c'est un début. Et parfois, quand il part le dimanche soir, je vois dans ses yeux quelque chose qui ressemble à de l'espoir, l'espoir qu'un jour, peut-être, nous retrouverons ce que nous avons perdu. Nathalie, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne cherche pas à savoir. Elle fait partie d'un chapitre de ma vie que j'ai refermé définitivement. Je ne lui souhaite pas de mal, je ne lui souhaite pas de bien non plus. Je ne lui souhaite rien du tout. Elle n'existe plus pour moi. Elle n'est qu'un mauvais souvenir,
qui s'effacent peu à peu, comme une tache sur un vêtement qu'on lave et qu'on relave jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ce que j'ai appris de cette épreuve, c'est qu'on peut perdre beaucoup de choses dans la vie, son mari, la confiance de son fils, sa tranquillité d'esprit, et survivre quand même. On peut traverser l'enfer et en ressortir, cabossé peut-être, blessé certainement, mais debout. J'ai appris aussi que la dignité n'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose qu'on garde, qu'on défend, qu'on protège comme un trésor précieux. Nathalie a essayé de me prendre ma dignité en me faisant passer pour folle, mais elle a échoué parce que j'ai refusé de me laisser faire, parce que j'ai choisi de me battre plutôt que de me soumettre. Si vous m'écoutez aujourd'hui et que quelqu'un essaie de vous faire douter de vous-même, de vous convaincre que vous êtes moins que ce que vous êtes, souvenez-vous de mon histoire. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas faible, vous êtes exactement qui vous avez toujours été, et parfois la plus grande victoire, ce n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal, c'est de rester debout, digne, vivante, malgré tout ce qu'ils ont essayé de nous faire. Ma belle-fille voulait me faire enfermer, mais c'est elle qui a fini derrière les barreaux de sa propre honte. Et moi, Cécile Beaumont, 68 ans maintenant. Je suis libre, libre dans ma maison, libre dans ma tête, libre dans mon cœur. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je voudrais ajouter quelque chose avant de vous laisser. Quelque chose d'important que j'ai compris seulement après coup, quand la poussière est retombée et que j'ai pu réfléchir à tout ce qui s'était passé avec le recul nécessaire. Pendant longtemps, je me suis demandé comment j'avais pu être aussi aveugle, comment j'avais pu ne pas voir les signes dès le début, comment j'avais pu faire confiance à une femme qui ne voyait en moi qu'un obstacle à éliminer pour mettre la main sur mon argent et ma maison. Et puis j'ai compris que ce n'était pas de l'aveuglement, c'était de l'amour, l'amour d'une mère pour son fils, cet amour qui nous pousse à croire le meilleur des gens qui entourent nos enfants, cet amour qui nous rend vulnérables parce qu'il nous empêche de voir la réalité en face. J'ai aussi compris que Nathalie n'était pas un monstre, pas vraiment. Elle était simplement une femme rongée par la cupidité et l'ambition. Une femme qui avait grandi en croyant que l'argent était la seule chose qui comptait dans la vie et qui était prête à tout pour en obtenir. Je ne l'excuse pas, je ne lui pardonne pas, mais je la comprends d'une certaine manière. Et cette compréhension m'a aidée à tourner la page, à ne pas rester prisonnière de la colère et de l'amertume qui auraient pu empoisonner le reste de ma vie. Quant à Julien, mon fils, mon unique enfant, celui pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter, j'ai mis du temps à accepter qu'il n'était pas seulement une victime de Nathalie, mais aussi un complice, un homme adulte qui avait fait des choix, des mauvais choix, et qui devait en assumer les conséquences. L'aimer ne signifie pas fermer les yeux sur ses fautes. L'aimer signifie espérer qu'il apprendra de ses erreurs et qu'il deviendra un homme meilleur, le genre d'homme qu'Henri et moi avions rêvé qu'il devienne quand nous le regardions grandir dans cette maison pleine de rires et de bonheur. La vie m'a enseigné une leçon précieuse à travers cette épreuve, une leçon que je voudrais partager avec vous toutes qui m'écoutez en ce moment. La leçon est simple mais profonde. C'est que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous. Elle ne dépend pas de notre âge, de notre argent,
de notre position sociale. Elle dépend uniquement de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, de notre intégrité, de notre courage, de notre capacité à rester fidèles à nos valeurs, même quand tout le monde autour de nous essaie de nous convaincre du contraire. Je termine souvent mes journées assise dans le fauteuil d'Henri, celui où il lisait le journal chaque soir après le dîner. Et je lui parle comme s'il était encore là. Je lui raconte ma journée, je lui confie mes pensées, je lui demande conseil même si je sais qu'il ne peut plus me répondre. Et parfois, dans le silence de la maison, j'ai l'impression d'entendre sa voix qui me dit que tout va bien, que je m'en suis sortie, que je peux être fière de moi. Cette voix, réelle ou imaginaire, me donne la force de continuer, jour après jour, pas après pas, vers ce qui me reste de vie à vivre.